Voilà, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Rendez-vous RSE, une émission organisée par la chaire responsabilité sociétale d'Audencia qui, vous le savez, co-construit des recherches utiles permettant de soutenir la définition et la mise en place des démarches RSE. Elle s'intéresse en particulier à l'intégration de la RSE au cœur de la stratégie et à sa valorisation, à sa promotion auprès des différentes parties prenantes, internes et externes, pour en faire un levier d'innovation et de performance. Alors on va parler aujourd'hui de l'insertion par l'activité économique, comment mieux intégrer les personnes en situation de fragilité, de difficultés sociales et professionnelles, en situation de handicap aussi, nous le verrons, dans le monde du travail. Alors qu'ils soient reconnus comme demandeurs d'emploi de longue durée, allocataires des minima sociaux, jeunes de moins de 26 ans ayant un faible niveau de formation, habitants des quartiers prioritaires inscrits à Pôle emploi et ou à la mission locale, personnes relevant de l'obligation d'emploi reconnue par la CDAPH et la Commission du droit et de l'autonomie des personnes handicapées. Nous verrons bien à travers les témoignages de nos invités comment ces publics peuvent, grâce à l'emploi, retrouver de la reconnaissance, de l'estime de soi, de la dignité. Enfin, et comment, au-delà de la réinsertion, ces démarches, ces dispositifs contribuent ainsi au développement économique et social des territoires par justement le renforcement de la cohésion sociale, la lutte contre l'exclusion et le développement de l'économie. Alors pour en parler avec nous, François Pastre, bonjour, vous êtes directeur d'Atao. Atao, c'est une entreprise sociale apprenante qui a pour but l'insertion sociale et professionnelle de personnes en situation de précarité ou d'exclusion. Nous sommes accueillis d'ailleurs pour cette émission dans un de vos bureaux. Menuiserie, métallerie, vente et réparation de vélos notamment, garage auto solidaire, restauration du patrimoine, entretien d'espaces naturels, autant de prestations adressées aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités. Merci donc de nous accueillir dans vos locaux. Pascal Bouillet, vous êtes directrice de l'association Oser Forêt Vivante. Bonjour, c'est une structure d'insertion par l'activité économique. Vous êtes situé au sud de l'agglomération nantaise, du côté de Rezé, et vous gérez une association intermédiaire et de services, et 5 chantiers d'insertion. Vous nous expliquerez. Doriane Pasteur, à côté de moi, vous êtes directrice de UPAI, c'est l'usine de production apprentissage insertion de Nantes et responsable qualité à la Fondation Amipi Bernard Vendre. Alors Amipi, ça veut dire aide matérielle et intellectuelle aux personnes inadaptées. Depuis 50 ans, la Fondation permet à des personnes en situation de handicap cognitif de progresser par le travail manuel et de trouver leur place en entreprise et dans notre société. Frédéric Herry, vous êtes chargé de développement économique et solidaire à la CORAS pour les Pays de la Loire. C'est la Fédération nationale de l'économie sociale et solidaire qui rassemble 548 entreprises militantes réparties sur l'ensemble du territoire. Et vous accompagnez et soutenez l'action des 75 membres sur notre territoire en faveur des demandeurs d'emploi, de travailleurs précaires pour l'accès aux droits communs et à l'emploi pour tous auprès de la société civile et des décideurs politiques, économiques et sociaux à l'échelle territoriale et nationale, je le disais. Enfin, Servane Marie, vous êtes chef de service insertion à Nantes Métropole. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc responsable du service insertion au sein de la direction emploi et de l'innovation sociale consacrée à la politique d'emploi de la métropole, avec pour objectif de favoriser les parcours d'insertion pour des publics éloignés de l'emploi en mobilisant évidemment des dispositifs comme la clause d'insertion, on en parlera, les marchés d'insertion, les structures d'insertion par l'activité économique, et vous travaillez en partenariat avec les entreprises, les structures consacrées à l'insertion, la maîtrise d'ouvrage et les acteurs de l'emploi bien entendu. Alors, entreprises d'insertion, associations intermédiaires, entreprises de travail temporaire d'insertion ou d'ateliers et chantiers d'insertion, il semble, Servane, qu'on soit sur un territoire exceptionnellement doté en matière d'acteurs, de porteurs de projets sur ces questions de l'insertion. Qu'est-ce qui explique cela ? Effectivement, sur les structures d'insertion par l'activité économique, on est doué d'à peu près une quarantaine de structures, en l'occurrence sur Nantes Métropole. Donc c'est des structures aussi diverses, vous en avez, on en a un panel autour de la table, plusieurs chantiers d'insertion, ateliers chantiers d'insertion. Donc
on dit nous, mais ils se présenteront plus facilement voilà, vers des personnes plus en difficulté. Des structures d'associations intermédiaires sur la mise à disposition, enfin on ne va pas refaire le détail, mais en tous les cas, effectivement, un panel d'outils à la fois sur l'insertion par l'activité économique, mais je pense aussi au handicap, puisqu'on est un territoire aussi extrêmement doté, très dynamique, avec des acteurs, effectivement, et une synergie qui existe et qui voilà, concourt normalement le plus possible à l'accès à l'emploi des personnes en difficulté. Frédéric Herry, qu'est-ce qui explique justement cette densification, cette densité sur le territoire, ce maillage avec autant d'acteurs? Vous l'incarnez notamment à travers le CORAS Région Pays de la Loire, 75 adhérents, c'est ce qui en fait une des délégations ou des fédérations, je ne sais pas comment on peut dire, mais des plus actives, les plus dynamiques par rapport au national. Bonjour. Oui, effectivement, c'est la délégation régionale Pays de la Loire du CORAS et la deuxième derrière la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est révélateur du dynamisme en général de l'économie sociale et solidaire sur la région Pays de la Loire et sur le territoire de la métropole. C'est aussi lié aux politiques d'attractivité qui sont menées et puis à toute une histoire de la mobilisation sociale des acteurs, puisque aujourd'hui les entreprises sociales de l'insertion sont à la base des acteurs sociaux et des gens qui se sont mobilisés pour, au moment où commençait le chômage, mais vraiment faiblement, on va dire. Donc, compte tenu des décennies ensuite, ça ne m'étonne pas que ces structures se soient aussi multipliées sur le territoire. Des structures qui se sont multipliées. Pour autant, Servan, est-ce que ça ne pose pas la question de la lisibilité pour l'ensemble des acteurs et surtout des bénéficiaires ? Alors des bénéficiaires, c'est pas vraiment la première cible vers laquelle j'irais, mais là on est voilà sur un microcosme, on se connaît, on sait effectivement de quoi on parle. Aujourd'hui sur ce sujet-là, les bénéficiaires, eux, ont déjà une première porte d'entrée qui vont être les acteurs de l'emploi, prescripteurs, Pôle emploi, mission locale, PLI, qui vont pouvoir effectivement les aiguiller, j'ai envie de dire, et puis pouvoir les orienter vers les structures les plus appropriées pour leur parcours. Cap emploi également sur le champ du handicap. Là où on voit des fois une synergie à mettre peut-être un petit peu plus en avant, ça va être effectivement notamment sur nous ce qu'on gère au niveau de la métropole dans le cadre de la clause sociale, mais pas que, finalement. Je pense aussi à tout ce qui est fait avec les entreprises dans le cadre de la plateforme RSE sur Nantes Métropole. Ça va être d'aider les entreprises en fait à se repérer auprès de ces acteurs-là pour savoir vers qui s'appuyer pour effectivement avoir une démarche un tout petit peu plus responsable aussi et d'aller aux prises avec les structures qui sont diverses, variées. Et quand on parle des différents champs, handicap, insertion, souvent il y a l'amalgame que ça peut être la même chose. Et puis dire la différence entre une association intermédiaire, une entreprise de travail temporaire d'insertion ou un atelier chantier d'insertion à une entreprise, à un moment donné, effectivement, le panel d'outils est tellement divers et varié que ça peut des fois être compliqué effectivement de s'y retrouver. En tous les cas, il est nécessaire d'aller défricher le terrain. Bon, alors avant justement que la puissance publique entre en jeu, ça a été évoqué à l'instant, peut-être François Vastre, c'est parti tout ça d'initiatives d'individus, c'est parti de la société civile, cette affaire-là quand même. Oui, effectivement, je pense que c'est ça la richesse aussi des citoyens, c'est qu'ils arrivent à mettre en œuvre leurs valeurs. Et ils se retrouvent et ils arrivent à constater que sur leur territoire, il y a des problématiques qui ne sont pas toujours résolues. Et je pense que bon nombre d'initiatives, notamment dans l'insertion par l'activité économique, sont nées d'un engagement de personnes individuelles qui se sont retrouvées et qui ont décidé, avec leurs moyens au démarrage, d'être un peu plus solidaires sur leur territoire. Et puis, de fil en aiguille, cet engagement donc, autour des valeurs a été organisé, accompagné par des collectivités, par l'État, pour arriver aujourd'hui à des structures d'ampleur, de grande ampleur, qui sont intégrées dans certaines lois, même aujourd'hui. Donc, moi, je pense aux ateliers chantiers d'insertion. Aujourd'hui, il y a une convention collective
ad hoc, il y a un financement qui est intégré dans la loi de finances et donc on est dans quelque chose qui est administrativement reconnu et pérenne. Est-ce que c'était nécessaire, François Pastre, pour structurer, pour faciliter? Il fallait le concours de la puissance publique, notamment sur les mécanismes de financement, on peut le comprendre aisément. Oui, alors c'est vrai que toute initiative... Est-ce que ça n'a pas dénaturé les actions pour autant? Je pense qu'aujourd'hui, toute initiative doit partir de valeurs fondamentales très fortes. Après, vu l'ampleur du travail qui a effectué, puisqu'on est quand même dans une société à plusieurs niveaux, la réponse qui est apportée par ces projets de territoire-là, à un moment, ça devient professionnel, ça devient très utile, les résultats sont prouvés. Et donc, je pense que c'est de la responsabilité de nos institutions aussi d'accompagner l'émergence, la professionnalisation et la pérennisation pour que les réponses soient apportées sur les territoires. Et c'est vrai que je pense que c'est indispensable. Après, c'est comment on fixe la limite entre l'accompagnement et le pilotage, puisque très rapidement, ces questions-là se posent, au même titre que la question des financements, puisque plus on se professionnalise et plus on exige de résultats, plus il faut y mettre des moyens, et d'où sortent ces moyens-là. Et je pense qu'on va en discuter peut-être ce matin, puisque c'est un vaste sujet. Certaines réponses sont trouvées, mais on est toujours en chemin pour inventer la fameuse entreprise sociale apprenante que je défends. Pascal Bouillet, Oser Forêt Vivante, c'est parti d'une initiative personnelle d'individus qui se sont un moment mobilisés sur cette question de l'insertion par l'emploi. Oui, c'est exactement ça. Dans les années 80, en fait, à l'époque, c'était des militants syndicaux qui ne pouvaient pas se résoudre à observer le chômage qui commençait à devenir un chômage de masse et qui ont souhaité développer de nouveaux outils qui étaient extrêmement novateurs à l'époque pour accueillir des demandeurs d'emploi et les aider à retrouver le chemin de l'emploi durable. Et Oser Forêt Vivante a commencé à émerger en 1984, à une époque où le secteur de l'insertion n'était pas ni reconnu par les pouvoirs publics, ni structuré. Et s'est créé officiellement en 1986. Et c'était, je crois, la deuxième structure d'insertion du territoire. Et après, les pouvoirs publics se sont emparés de ce secteur qui émergeait et ont légiféré autour de ce secteur. Mais oui, Oser Forêt Vivante, ça a plus de 30 ans d'existence sur le territoire, et à l'origine, oui, c'était des militants syndicaux. Comment vous observez-vous ce partenariat de la puissance publique avec ces initiatives ? Pour vous, c'est important, c'est constructif, c'est nécessaire, l'implication ou l'ingérence, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas l'implication de la puissance publique sur ces sujets-là? Le partenariat est essentiel. L'ingérence, je pense que le terme n'est pas adapté. Je ne pense pas qu'on se situe dans un contexte comme ça, en tout cas sur ce territoire. Ces structures, elles ont pu se développer avec le soutien financier des pouvoirs publics, que ce soit l'État, que ce soit les départements, que ce soit les communautés de communes ou les communes. Elles ne pouvaient pas exister sans ce soutien financier. Parce que toutes ces structures développent une activité qui génère un chiffre d'affaires comme dans toute entreprise, mais qui n'est pas suffisant pour compenser le fait qu'on accueille des personnes éloignées de l'emploi, qui n'ont pas le même niveau de productivité que dans une entreprise classique, qui doivent être accompagnées dans leur parcours, dans leur démarche, et encadrées différemment que dans une entreprise. Et ça nécessite des moyens financiers que seuls les pouvoirs publics peuvent apporter. En tout cas, ils peuvent compléter ce que l'association peut produire elle-même. Et là, sur ces sujets-là, il y a aussi un cadre législatif qui est très strict, parce que les structures d'insertion par l'activité économique, en dehors des entreprises d'insertion, n'ont pas vocation à entrer en concurrence avec les entreprises classiques. Donc en tout cas, ce partenariat, ce soutien financier, il est essentiel. Maintenant, il ne doit pas se traduire pour autant par de l'ingérence, qui est un rendu compte de l'activité des structures qui bénéficient de ce soutien financier, c'est parfaitement normal. Qu'il y ait une transparence des pratiques, c'est parfaitement normal. Après, chaque structure a aussi ses organes de gouvernance et son propre pouvoir de décision, de développement d'activité, de management, voilà. Doriane Pasteur, je voudrais qu'on comprenne aussi également et qu'on revienne un petit peu à la genèse en donnant un coup d'œil rapide mais dans le rétroviseur. Je le disais, depuis 50 ans, cette fondation Amipi a été créée par
Par un un individu, homme, oui. et c'est une histoire très, très personnelle qui a motivé la création. On parle de Maurice Vendre. Oui. Donc la fondation a 50 ans, elle a été créée par un homme, Maurice Vendre, qui a été confronté dans son histoire personnelle au handicap et qui s'est vu devant la difficulté effectivement de mettre son fils, lui trouver une place, en tout cas dans les structures, en tout cas l'école d'abord de la République, après les entreprises. Donc il a commencé par créer tout ce qui était IME, IMPro, et il a pu démontrer que par des apprentissages adaptés, il était possible de faire évoluer ce public fragile, en tout cas avec des difficultés cognitives. Il a travaillé avec le professeur Debré. Et c'est ces travaux pendant plusieurs années qui ont permis en 2005 de faire reconnaître la Fondation comme une reconnue d'utilité publique. Donc on travaille en partenariat avec le GREN, le CNRS, qui démontre ce qu'on appelle la plasticité neuronale aujourd'hui, et qu'un cerveau se développe toute la vie, et que grâce à des apprentissages adaptés, donc travail manuel pour nous, ou la conduite de machine, on peut progresser tout au long de sa vie. Et donc, la Fondation, c'est d'abord cet objectif, faire progresser les gens en utilisant un outil industriel exigeant qui est l'industrie automobile. Est-ce que la situation entre cette situation très particulière de Maurice Vendre et aujourd'hui, est-ce que les choses ont évolué? On le voit bien dans ce que vous dites, 40 ans, il a fallu 40 ans pour que la Fondation soit reconnue notion d'intérêt général. La recherche continue évidemment aujourd'hui, mais est-ce que la situation des personnes handicapées, éloignées par définition du marché du travail, a changé aujourd'hui ? Alors, ce qu'on constate aujourd'hui dans nos derniers recrutements, contrairement il y a quelques années où on avait plus des profils du handicap cognitif plus génétique, aujourd'hui on en a encore, mais ça reste des gens exclus un petit peu, enfin avec du handicap, on va dire, éducatif, des AVC, psychiques, on va dire, et effectivement quelques cas pour des problèmes génétiques. On va dire que dans les ateliers protégés, on est plus sur un handicap qui a évolué par rapport aux années 60. On verra comment tout ça fonctionne avec notamment la fondation Amipi et les sites que vous développez, les sites industriels que vous développez sur notre territoire. François Pastre, quand on vous écoute là, chacun dans vos projets, réduction du chômage, on ne se résout pas à ce chômage émergent dans les années 80 et ça évidemment provoque des démarches, des implications, lutte contre les exclusions, on le voit à l'instant, achat même socialement responsable quand on développe un peu les prestations que vous mettez en place. C'est quoi le premier combat? Qu'est-ce qui vous anime tous les jours chez Atao? Le premier combat, je pense que c'est ce qui est inscrit au niveau de nos statuts et qui a fait naître l'association Atao. Comme bon nombre d'associations, c'est le vrai objet social. C'est pour ça en fait qu'on vient de travailler. Puisque notre seule ambition aujourd'hui, c'est d'accompagner des personnes à regagner confiance en elles, parce que sur le champ personnel, mais aussi sur le champ professionnel, elles se marginalisent, elles restent exclues en fait. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Après, même si c'est ça l'objet principal, c'est que derrière, il faut mettre en œuvre une mécanique quotidienne, fait de management, d'activité, d'accompagnement, de veille sur les différents accompagnements, d'accueil, de tout un tas de je dirais pas de contraintes, mais en tout cas de compétences qu'il faut mobiliser pour que l'objet principal puisse être mis en œuvre. Ça paraît pas comme ça, et je pense que c'est un vrai... c'est important de le dire à ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas que des bonnes intentions. C'est qu'au-delà de ces intentions-là, il y a des métiers. Voilà, et on a une responsabilité aussi d'accueillir des gens dans des bonnes conditions et de pas juste d'être dans l'intention. C'est aussi derrière comment on va réussir à accompagner ces gens-là jusqu'à l'amélioration de leurs conditions personnelles et l'emploi, puisque c'est quand même ça, in fine, qu'on cherche. Et on voit bien que ça évolue.
et que dans toutes ces évolutions-là, eh bien, il faut que nous, on puisse s'adapter, que des fois, il y a des coups durs. Et que ces coups durs-là, il faut savoir les analyser, il faut savoir aussi les accepter. On ne peut pas réussir à tous les coups, mais malgré tout, on est quand même dans cette logique de diffuser quelque chose de positif et de faire regagner de la confiance aux personnes qui font le pas d'arriver jusqu'à chez nous. Parce que c'est déjà un pas de venir jusqu'à chez nous et d'accepter d'être accompagné, d'accepter aussi de se prendre en main pour trouver des solutions à des problématiques qu'ils rencontrent. Frédéric Herry, au Coras, en tout cas Pays de la Loire, les 75 adhérents que vous accompagnez, leur motivation première, et je repose ma question, celle que j'ai posée à François Pastre à l'instant, c'est de lutter contre le chômage ou de travailler pour la réinsertion, redonner confiance aux gens, leur redonner de la dignité. C'est un volet social ou politique de lutter contre le chômage, d'abord. Je vous dirai les deux, mon capitaine. Donc, en fait, il y a dans tout réseau, il y a une mission de plaidoyer, donc pour justement défendre cet accès au droit, cet accès au fait que tout le monde a droit à un emploi, que personne n'est inemployable. Donc ça, c'est votre signature, c'est le credo du Coras, personne n'est inemployable. Et après, effectivement, l'emploi, c'est quand même la manière de pouvoir exister socialement dans la société. Donc, toutes ces personnes privées d'emploi, elles perdent petit à petit pied du fait de cette inexistence sociale. Donc voilà, c'est le réseau Coras accompagne ses adhérents pour leur faciliter les échanges entre eux, pour faire du lien, pour les outiller, les professionnaliser, puisque comme on l'a dit, au départ, c'était quand même des citoyens qui partaient avec leurs intentions et leurs bonnes intentions et qui ont eu besoin aussi de se structurer entre eux. Servane Marie, justement, ces personnes qu'on dit hors champ du marché de l'emploi, c'est quoi la typologie ? Alors, je l'ai un peu évoqué en introduction de cette émission, mais concrètement, dans les yeux et le regard de la collectivité, quelle est la typologie de ces personnes-là ? Alors, moi, je vais avoir un défaut, c'est que je viens aussi de l'autre côté de la barrière. Mais la collectivité, elle n'aura pas de typologie en tant que telle, en vision de ces personnes-là, puisque, alors vous l'avez énoncé en début d'émission, on se retranche souvent vers des catégories, ce qu'on appelle des politiques publiques de l'emploi, voilà. Donc, toutes les personnes que vous avez citées, vous les avez citées par des statuts au regard de leur situation par rapport à l'emploi ou au regard de leur handicap. Est-ce que ça suffit à faire les contours exhaustif, oui et non, tout dépend de la clé et de la porte d'entrée que l'on prend. Là, aujourd'hui, on est sur, je vous dis, des catégories politiques, statistiques qui rentrent, voilà. Après, derrière, il n'y a pas de typologie en propre parce que vous aurez autant de situations que de personnes. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit sur Osez Forêt Vivante, à Tao ou à Mipi, il n'y aura pas une personne qui va cristalliser. Il y aura du cumulatif, il y aura tout ce que vous voulez. Une personne ne va pas se réduire à une simple dénomination d'allocation RSA, Revenu de Solidarité Active, ou voilà. Donc, il n'y a pas de typologie en tant que telle. On a effectivement des catégories après sur lesquelles on est obligé de se tabler pour effectivement faire rentrer ces personnes-là sur des dispositifs. Mais justement, pour qu'on comprenne bien, ça veut dire qu'une personne qui a plus de 12 mois de chômage consécutif est exclue du marché de l'emploi, est considérée comme exclue du marché de l'emploi. En tous les cas, quand vous comptabilisez effectivement 12 mois de chômage, aujourd'hui, pour aller pousser la porte d'une entreprise, mais ça, je pense que c'est pas moi qui vais y répondre parce que c'est vraiment les professionnels qui sont en accompagnement de ces publics-là. Mais aujourd'hui, quand vous avez 12 mois de chômage sur un CV, ce qui peut aller très très vite, effectivement, une entreprise, quelle qu'elle soit, en tous les cas, ne va pas effectivement peut-être regarder de prime abord ce CV-là. Et en tous les cas,
il y a plusieurs mécanismes qui rentrent en ligne de compte. Il y a la personne elle-même, on l'a dit, perte de confiance, perte effectivement d'intégration sociale parce que manque de travail, d'aller pousser la porte des entreprises à un moment donné avec le bagage, parce que c'est pas simplement une demande d'emploi de 12 mois. Derrière, il y a des choses qui se passent souvent sur ces parcours de vie. C'est effectivement un manque parfois de confiance, mais je vous dis encore une fois, je pense que Atao ou Oser Forêt Vivante serait plus en capacité d'expliquer les choses. Mais en tous les cas, il faut pouvoir accompagner ces personnes-là pour effectivement les rendre au plus près du marché de l'emploi, parce qu'autrement, ces personnes seront systématiquement sur une situation d'exclusion. L'entreprise va aller assez naturellement vers le plus employable, vers la personne qui amènera le plus de productivité rapidement. Donc ces personnes-là, si on les oriente pas, si on les aiguille pas, si on les accompagne pas, elles risquent effectivement de rester finalement en marge de ce marché. Oser Forêt Vivante, justement, Pascal Bouillet, à quoi ressemble, je vais parler de typologie, on va parler de catégorie, d'un point de vue presque peut-être administratif, mais humainement, à quoi ressemblent ces personnes que vous voyez arriver chez vous ? Elle ressemble à la population qui vit en France. C'est effectivement des personnes qui relèvent de catégories administratives, comme vous les avez citées, des personnes qui peuvent avoir eu une certaine durée de chômage suite à un accident de la vie professionnelle ou un accident de la vie personnelle, des personnes qui vont aussi avoir connu une situation de précarité professionnelle toute leur vie, qui n'auront jamais pu avoir l'opportunité de trouver un emploi pérenne et qui vont avoir cumulé des petits boulots par-ci, par-là, des personnes qui vont avoir des niveaux de formation et de qualification assez peu élevés et qui vont de fait ne pas être retenues de prime abord par les entreprises qui recrutent, des personnes qui vont avoir peut-être parfois une certaine lenteur dans la réalisation des tâches, des personnes qui parfois vont avoir des difficultés de compréhension des consignes, qui vont parfois avoir des difficultés de comportement pour travailler avec des collègues, pour respecter une forme d'autorité. Des personnes qui vont arriver de pays étrangers et qui vont découvrir la France et qui vont devoir abandonner tout ce qu'elles ont fait, tout ce qu'elles ont connu dans leur pays d'origine et tout réapprendre. Autant de parcours que de personnes. François Pastre, vous retrouvez les mêmes publics décrits par Pascal Bouillet là, à l'instant ? Oui, complètement. C'est vrai que je pense qu'on est confronté au même type d'accueil. Je rajouterais peut-être quelque chose, c'est qu'on s'aperçoit en fait que, je pense que c'est un peu dans les mentalités, c'est qu'on avait l'impression je pense que dans la société, on a l'impression d'imaginer ce qu'est une personne en situation d'insertion. Et en fait, moi, le message que je voudrais apporter, c'est qu'en fait, non, c'est très difficile en fait alors on essaye de catégoriser, on essaie de faire des typologies, tout ce qu'on veut. On voit bien qu'avec les années, c'est un peu monsieur ou madame tout le monde. Et on n'est pas à l'abri, mais même vous comme moi. C'est-à-dire que la dégringolade aujourd'hui dans la société, ça peut aller très très vite. Ça peut être un licenciement économique, un problème familial avec avec sa femme, des difficultés avec des vieux démons qui nous pourchassent les uns les autres. Et très rapidement, on peut arriver jusqu'à taper à la porte d'une structure comme la nôtre. Et des gens, on va dire entre guillemets très bien, comme on peut entendre des fois, et ça c'est je trouve que ça se généralise de plus en plus, donc des parcours assez compliqués mais qui concernent tout le monde. Voilà, et même des fois des ingénieurs, ça peut arriver, c'est assez rare, mais quand même on voit que des fois il y a des personnes qui ont des niveaux d'études, d'éducation et qui arrivent quand même dans nos structures parce que leur parcours de vie a été assez chaotique. Pour autant, Frédéric Herry, est-ce qu'on a peut-être plus de chances, si je puis dire, ou de risques, comme on veut, d'être concerné quand on est un homme senior avec un niveau de qualification plutôt fragile et faible ?
Alors là, je n'ai pas le détail, effectivement, au niveau du réseau, de la composition des équipes. Mais là encore, ça va dépendre des territoires. Enfin, nous, nos adhérents, ils sont aussi bien sur l'urbain que le rural. Et effectivement, dans certains territoires, ça va être peut-être plus des femmes de 50 ans. Et puis, dans d'autres territoires, ça va être des hommes de plus de 50 ans. Enfin, c'est vraiment pas les stats. Enfin, certaines statistiques sont faites dans les structures, mais c'est pas, il n'y a pas de généralité à en tirer. Il y a, dans la typologie, oui, Pascal Bouillet, on retrouve quand même plus souvent des hommes âgés avec des niveaux de qualification faibles, non Au sein d'Oser Forêt Vivante, non. On a autant d'hommes que de femmes sur la globalité de la structure. On a de tous les âges. Ce que je voulais ajouter sur la typologie du public, c'est que au-delà des niveaux de formation, des compétences professionnelles, etc., des comportements, on accueille aussi des personnes qui cumulent des difficultés sociales, personnelles, qui les gênent vraiment dans leur accès à l'emploi. Je pense notamment à des personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, qui n'ont pas de permis de conduire, et sur certains métiers sans moyen de locomotion, sans permis de conduire, l'accès à l'emploi ne peut pas se faire. Des personnes qui ont des problématiques de santé qui peuvent être lourdes et vraiment gêner sans pour autant relever du handicap, qui peuvent être quand même suffisamment importantes pour gêner vraiment l'accès à l'emploi. Des personnes qui peuvent aussi être dans des familles monoparentales avec des enfants à charge, sans solution de garde qui leur permettent de se libérer pour aller travailler. Enfin, il y a vraiment aussi toutes ces difficultés personnelles qui peuvent parfois se cumuler et qui sont des difficultés aussi de logement et qui peuvent vraiment empêcher tout simplement l'accès à l'emploi. Servane Marie, est-ce que justement la collectivité peut intervenir sur ces sujets presque périphériques, mais évidemment non moins importants, que sont la question du logement, de la mobilité, du transport, pour faciliter l'accès au marché de l'emploi? Alors oui, effectivement, en préparant cette émission, je vous l'ai dit, Nantes Métropole, c'est effectivement un financeur, c'est un donneur d'ordre, ça on l'a dit tout à l'heure, et c'est aussi ce qu'on va appeler un animateur ou un facilitateur. Donc on l'a vu, les typologies de public sont diverses et les problématiques sont diverses. La collectivité, elle va avoir pouvoir à agir sur plusieurs choses, effectivement, concentrer ses forces sur certaines typologies, peut-être effectivement juger en plus grande difficulté. Tout à l'heure, vous nous disiez, voilà, personne 50 ans, homme ou femme d'ailleurs, mais on sait qu'il y a effectivement une politique publique de l'emploi, je dirais peut-être un peu plus appuyée sur les jeunes, effectivement, moins de 26 ans avec une faible qualification, sur les publics des territoires prioritaires, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, et puis sur l'accès à l'emploi des publics seniors. Effectivement, ça, c'est des actions sur lesquelles la politique de l'emploi va appuyer, et pas seule, avec l'ensemble des acteurs de territoire. Et puis sur certaines difficultés, effectivement, problématiques sociales, mobilité, voilà. On est en pilotage aujourd'hui, mais avec Atao autour de la table, Mécanor, Déclic Mobilité, l'auto-école sociale, etc. Sur effectivement le pilotage, et j'en oublie, conseil départemental aussi, mais voilà, sur le pilotage de cette plateforme de mobilité pour justement faire connaître aux bénéficiaires des structures, mais aussi aux professionnels qui accompagnent ces publics-là, l'offre de services que l'on a autour de la mobilité. Sur les modes de garde, on sera effectivement facilitateur à communiquer, j'ai envie de dire, pareil, l'offre de services, en tous les cas, quels sont les modes de garde évolutifs en fonction des contrats de travail ou pas, ou des places d'urgence pour des entretiens. Donc c'est un relais qui se fait entre la direction de la petite enfance au niveau de la ville de Nantes et puis les acteurs de l'emploi. Et là, on va être intermédiaire, on va pas piloter, mais en tous les cas, faire en sorte que les structures se rencontrent, que les acteurs se rencontrent pour qu'effectivement, on ait le plus d'outils à mobiliser pour ces personnes et en tous les cas, qu'on leur facilite l'accès à ce droit commun quelque part, voire des fois mettre en place des mesures exceptionnelles. Alors justement, faciliter l'accès à ces dispositifs, on voit que ces publics sont conduits ou en tout cas identifiés par Pôle emploi ou les missions locales, les plans locaux d'insertion par l'économie, donc ce qu'on appelle le PLI, ou encore les maisons de l'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la raquette? Ça veut dire, en gros, on a besoin de ces prescripteurs-là pour avoir accès à ces dispositifs. Est-ce qu'on n'oublie pas du monde en route? Ça veut dire qu'il faut passer forcément par ces institutions pour être réinsérés dans notre société et les autres.
Je vais pas pouvoir être toute seule à répondre. Hein. Non, je vous attends toutes et tous là-dessus. Mais est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la raquette, quoi Trou dans la raquette, je le dirais pas comme ça. Je pense que c'est plutôt comment on va chercher ces personnes-là à un moment donné qui se trouvent forcément en isolement. Soit parce que le lien social est rompu, soit parce que je vous dis crise de confiance et voilà. En tous les cas, les acteurs que vous nommez, Pôle emploi, Mission locale, Maison de l'emploi, PLI, Cap emploi, je le répète parce que c'est important. Ils vont pas pouvoir aller effectivement les chercher tout seuls. À côté de ça, on aura d'autres relais, les relais quartiers, nos médiateurs, les associations de prévention qui doivent effectivement se mobiliser. Et c'est le cas, nous, c'est des messages qu'on va très prochainement passer, en tous les cas, pour aller chercher ces personnes-là. Et pour les faire venir à l'institution. Après, ça ne fait pas tout. Frédéric Herry, comment est-ce qu'on va chercher ceux qui sont sortis du radar là, et qui passent pas forcément par ces prescripteurs ? Disons que voilà, il y en a beaucoup qui, effectivement, ne font plus la démarche d'aller vers les politiques publiques et restent chez eux. Et c'est aussi les structures d'insertion, en fait, font de plus en plus ce travail de se faire connaître, d'être un acteur de leur territoire pour pouvoir être identifiés comme une structure qui peut proposer des missions de travail, qui peut proposer un accompagnement. Donc c'est effectivement, il se trouve que les associations intermédiaires peuvent recevoir en direct des personnes demandeurs d'emploi, donc il n'y a pas besoin d'un agrément des prescripteurs. Et donc, il y a tout ce travail qu'elles font de plus en plus pour aussi changer cette image qu'elles ont eue pendant longtemps d'être un outil de politique publique, et alors qu'elles sont aujourd'hui devenues un vrai développeur de territoires solidaires pour de l'emploi durable. François Pastre, c'est compliqué d'arriver chez vous, c'est un parcours administratif du combattant avant de profiter de vos actions ? Peut-être avant de répondre à cette question-là, je voulais rajouter, puisque là on est sur l'insertion professionnelle, mais donc au sein d'Atao, nous on a un dispositif qui s'appelle l'action de dynamisation, et ça répond vraiment à des personnes qui font plus du tout de démarche en fait, d'aller vers. C'est pour ça que ça s'appelle dynamisation, en fait on est dans la logique de dynamisation. Donc c'est un dispositif qui est porté par un financement du département de Loire-Atlantique, mais aussi par le CCAS, donc Centre communal d'action sociale. Et on travaille justement avec des personnes qui ont tout lâché en fait, et qui sont plus du tout, même dans la logique d'accéder à un emploi, c'est déjà la logique de sortir de sa maison. Donc nous, on a une douzaine de places en fait qui sont proposées. Donc il y a une personne qui est une encadrante spécialisée. Il y a un accompagnement qui est dispensé aussi pour ces personnes-là, pour essayer de se fédérer autour d'un projet, ou en tout cas de lancer une dynamique autour d'un projet que ces personnes-là auront décidé d'elles-mêmes. Et grâce à ça, on arrive... Bon, c'est une piste de solution, en tout cas, à les faire raccrocher à une espérance qu'il peut se passer quelque chose de positif avec d'autres déjà. Donc des fois, c'est des choses très simples, comment on prend le bus, voilà. On prend le bus ensemble, comment on va proposer du lien social en participant à un vide-grenier ou en essayant d'aller rencontrer le conseil communautaire. Voilà, qu'est-ce que c'est un conseil communautaire ? Donc des fois, elles participent, ces personnes-là, à un conseil communautaire. Et en même temps, elles travaillent la mobilité pour s'y rendre. Et c'est des pistes de solutions. Et ça marche en repartant des fondamentaux Ça marche très bien, oui, parce que déjà, les personnes participent. Il y a des états de présence, puisqu'elles elles se déplacent 4 demi-journée par semaine pour ça, donc elle s'engage moralement. Après, au-delà de ça, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est d'arriver à les attirer vers l'emploi, puisque à côté de ça, on a tout le dispositif d'insertion par l'activité économique. Et ça, c'est un travail qu'on essaye au quotidien de mener. On est, je pense, en expérimentation sur ce rapprochement-là, puisque des fois, on est très très loin en fait de la dynamique emploi. Donc nul n'est inemployable, mais il faut aussi mettre les moyens nécessaires pour y arriver, que ce soit quelque chose de fluide, d'authentique, de facile en fait. Et peut-être que ça va faire le lien avec la vraie question, c'était est-ce que c'est compliqué d'arriver jusqu'à nos structures ? Dans un sens, oui, mais ça fait partie aussi de la rigueur et de l'engagement aussi de la personne pour accéder à un dispositif. C'est vrai que nous, on peut se considérer comme des outils
qui contribuent à la construction de leur parcours professionnel et personnel, mais la personne en tant que telle doit aussi s'engager, et cet engagement passe aussi par un certain nombre de paliers. Ça veut dire, ce que vous êtes en train de nous dire, François Past, c'est que l'insertion, ça n'est pas que de l'écoute et du social, c'est comme ça que vous concevez l'insertion. Vous ne voulez pas la réduire uniquement à de l'écoute et du dialogue? Certainement pas, en fait. Je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir de ce carcan-là, de dire le social ou l'insertion professionnelle, c'est une affaire d'associations et de personnes qui veulent donner de leur temps. On est maintenant dans des logiques professionnelles, je le disais tout à l'heure. On a une responsabilité, on est attendu par nos partenaires financiers, nos partenaires politiques. On est attendu aussi de plus en plus par les bénéficiaires eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils viennent chez nous. Ils veulent qu'on leur apporte une vraie réponse. Ils veulent être accueillis convenablement. Ils veulent que les outils qu'on leur mette à disposition, ça soit des outils performants. Ils veulent aussi des professionnels. Ils ne veulent pas une main dans le dos et puis 2 heures d'écoute. Non. Pour moi, en tout cas, on n'en est plus du tout là. Donc aujourd'hui, on met à disposition des outils de travail, des professionnels des métiers. On a une rigueur, c'est-à-dire on fixe des objectifs. Enfin, on a toute une méthodologie les uns les autres dans nos différentes structures. Qui permet de respecter la personne. En se sentant respectée, elle s'implique, elle sait qu'elle est attendue sur certains de ces engagements-là. Alors des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, mais il y a cette rigueur-là qui fait qu'on est aussi dans une logique dynamique. Pascal Bouillet, cette rigueur, vous la partagez. Le cadre, les conditions d'accueil des personnes qui viennent chez vous, c'est peut-être 50% déjà de l'insertion qui est faite, qui est réalisée. Vous partagez ce que François Pastre vient de dire là? Oui, je partage complètement ce qu'a dit François, parce qu'on est attendu par les salariés, les personnes qui intègrent nos structures. Elles attendent de venir dans une vraie entreprise, pas de faire un petit boulot ou un chantier occupationnel. Elles viennent travailler, elles ont un salaire en échange de leur travail et elles attendent des conditions d'accueil, des conditions d'encadrement, des conditions de production qui soient dignes d'un vrai travail. Et on est aussi attendu par nos clients, que ce soit les collectivités locales, les entreprises ou les particuliers. Ils attendent qu'on rende un travail de qualité en respectant les délais impartis. Et donc ça, on le fait avec les salariés qu'on a en insertion. Et donc tout ça, ça fonctionne. Donc nul n'est inemployable. La preuve, on arrive à faire un travail de grande qualité en respectant des délais avec des personnes que les entreprises ne veulent pas embaucher. Donc nous, on les embauche, on les fait travailler et on fait du bon boulot avec. Dorian Pastor, qu'est-ce qui se passe du côté des usines production, apprentissage, insertion? Est-ce que vous avez la même exigence, rigueur, attente forte avec les publics handicapés également? Oui, tout cognitifs. À fait. Puisque d'abord, c'est effectivement 6 sites de production en France qui livrent uniquement l'industrie automobile. Bon. Donc avec ces exigences, faut savoir que aujourd'hui, l'objectif dans l'industrie automobile, c'est 5 pièces mauvaises sur 1 million de livrés. Donc, ils nous connaissent comme étant un fournisseur, avec les mêmes exigences que tout autre fournisseur. Donc, nous avons les mêmes outils que nos concurrents, qui sont partis souvent à l'étranger. Donc, les mêmes moyens, les mêmes machines, la même exigence de rendement, la même exigence de qualité, de livraison, de délai. Quand un véhicule marche très bien, il faut pouvoir suivre la cadence. Quand le véhicule, l'usine constructeur ne s'arrête pas, nous, idem. Donc, on met en place des équipes. Aujourd'hui, on a une équipe de nuit sur notre usine de Nantes, pour suivre cette augmentation d'activité. Et plus on est proche, effectivement, d'une industrie classique, et ce qui est le cas à la Fondation, plus il est simple de les insérer dans une entreprise ordinaire. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre force, c'est quand nos clients viennent, ils ont les mêmes exigences que pour tout autre fournisseur. Ce qui est assez remarquable dans ce que vous dites, si on pousse un petit peu les choses, vous dites l'industrie qui a délocalisé, qui est partie à l'étranger, ce qui est peut-être une des raisons de la mort de l'industrie, notamment dans notre pays. Ça veut dire que vos actions, à leur échelle, et ces publics-là sont un levier de réindustrialisation de notre pays, potentiellement ? Tout à fait, je pense que tous ces publics... En voyant un peu macro, mais d'un point de vue macro, on
on a beaucoup fait partir, en tout cas, tous ces emplois un peu manuels, ce que n'a pas fait, enfin, nous, on est dans l'industrie automobile, donc notre référent reste souvent, la France, l'Allemagne, et l'Allemagne a gardé ses emplois et a encore une 20-25% d'industrie, et on a su garder tous ces emplois un peu manuels, et je pense que l'insertion passe par le travail, et que dans chaque entreprise, il y a toujours des postes pour ces personnes un petit peu plus fragiles qu'on peut faire progresser. Et c'est là où j'insiste dans l'insertion, c'est que souvent on les intègre dans des entreprises très diverses, et c'est des gens qui peuvent évoluer, démontrer qu'ils sont capables de faire autre chose que le poste pour lequel ils avaient été embauchés, qui n'est pas un poste adapté, je le dis. On les positionne sur des postes de magasiniers, autres, et avec l'entreprise, on travaille beaucoup sur la polyvalence ou le développement. Justement, de les faire évoluer, François Pastre, ça passe par un accompagnement spécifique et individualisé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Comment ça se décline ? Surtout et d'autant avec des publics qui ont des niveaux de qualification au départ qui sont relativement faibles, fragiles. Mais qu'est-ce que ça veut dire un accompagnement spécifique et individualisé chez Atao ? Très bien. Donc c'est un vaste sujet puisque je pense que ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté professionnel. Toutes les structures, dont Atao y compris, sont aujourd'hui dans l'obligation pour elles-mêmes, mais aussi par rapport à tous nos partenaires et aux bénéficiaires, d'arriver dans cette logique de faire du cousu humain. Puisque chaque personne est un individu avec ses problématiques, son bagage. On a bien vu, il y a des typologies très variées. Ce qui est très important, c'est d'arriver à faire un diagnostic, une photo, et un diagnostic partagé avec la personne, et en fonction de ça, de définir des objectifs atteignables et réalisables pour la personne de manière accompagnée. Donc c'est bien tout ce qu'on met en place avec un accueil sur les unités de production, donc dans des ateliers techniques, avec des encadrants spécialisés qui viennent en grande majorité et de plus en plus du secteur professionnel classique, finalement, puisqu'ils veulent un supplément d'âme aussi en étant dans nos structures d'insertion. Et puis à côté, on a un accompagnement social et professionnel qui est dispensé donc par des accompagnatrices socio-professionnelles ou des chargés d'insertion professionnelle qui sont diplômées, qui sont régulièrement en formation, puisqu'elles doivent s'adapter aussi aux freins, au public et puis à l'évolution de la société. Et à partir de là, il y a des évaluations partagées avec le salarié sur les apprentissages techniques, sur l'atteinte ou pas de leurs objectifs sociaux, l'atteinte ou pas de leurs objectifs professionnels. Et à la fin, si on va jusqu'à la fin du parcours, il y a même donc une évaluation finale où on délivre une attestation de compétences et on peut même aller plus loin puisque donc pour Atao, nous on s'est engagé dans une dynamique qui s'appelle le certificat de qualification professionnelle de la branche des ateliers chantiers d'insertion, et donc on va être très prochainement en capacité de délivrer un certificat de qualification professionnelle pour les personnes qui le souhaitent, donc passer devant un jury, avoir une évaluation continue et donc bénéficier donc de ce certificat pour valoriser l'expérience auprès des entreprises. Et ça c'est extrêmement important en fait, c'est comment on fournit aux salariés qui est de passage en fait sur nos structures les moyens derrière d'être autonome dans sa recherche d'emploi et dans le pilotage de sa vie. Alors de passage justement, Pascal Bouillet, il faut peut-être préciser à celles et ceux qui nous écoutent que tout ça, ça dure 2 ans maximum. Est-ce que c'est trop court ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez assez de temps et assez de moyens pour faire de l'individualisé, du spécifique ? C'est parfois suffisant, c'est souvent trop court. C'est parfois suffisant parce qu'il y a des personnes qui avaient juste besoin de se remettre le pied à l'étrier, qui avaient juste besoin d'un petit coup de pouce pour régler quelques problèmes et qui vont pouvoir enclencher une dynamique et gagner fortement en autonomie assez rapidement. Et puis, c'est souvent trop court. Je pense notamment au public d'origine étrangère qu'on accueille de plus en plus, qui arrive avec une maîtrise de la langue très très faible. Des allophones pour la plupart, qui parlent absolument pas français. Voilà. Et en fait, avec le peu de moyens de formation qu'on a sur le territoire, mais j'imagine que c'est pareil ailleurs, dans l'apprentissage de la langue, on passe une bonne partie des 2 ans
sur cette thématique-là, en n'ayant même pas encore abordé ni le projet professionnel, ni la formation professionnelle, on s'est vraiment centré sur l'apprentissage de la langue et la résolution d'autres freins, le logement, etc., la mobilité, mais on n'a même pas encore abordé le projet professionnel. Donc, pour ces situations-là, je considère que 2 ans n'est pas suffisant du tout, ou alors il faudrait que ces personnes, en amont de nos structures, elles aient eu les moyens et l'accompagnement nécessaire pour apprendre la langue française, qui est indispensable pour accéder à l'emploi. Est-ce qu'un jour, Servane-Marie, on peut imaginer que ces dispositifs gagnent un petit peu plus de temps, que la loi, la réglementation puisse évoluer? On peut espérer ça et gagner 1 an, 2 ans de plus Alors là, pour ces je ne structures? pourrais pas vous répondre. Parce que la métropole ne sera pas compétente en la matière. Clairement, c'est la directe, donc en gros l'État français, qui a mis en place ces 24 mois effectivement d'accompagnement pour le public qui rentre dans les structures d'insertion par l'activité économique. La législation, on sait dans le domaine, je pense que là, vous avez des structures qui savent s'adapter assez régulièrement à des changements de politique de formation, de politique de l'emploi, de financement. Mais en tous les cas, l'allongement d'un parcours en IAE, clairement, on n'en sera pas décisionnaire. Et ça, ce sont des Pascal choses... Bouillet et Frédéric Herry. En fait, il y a des possibilités de faire plus long que 24 mois dans des situations qu'on appelle dérogatoires, mais qui restent à la marge. Parce que... Qu'est-ce qui justifie une dérogation, une extension des actions engagées dans le cadre du parcours, des actions de formation, principalement quand même des actions de formation qui ont été engagées avant la fin du contrat, qui se terminent au-delà, qui permettent de prolonger le contrat. Mais ces situations de dérogation sont rarement actionnées, rarement acceptées par Pôle emploi. Frédéric Herry, est-ce que le CORAS peut faire pression sur l'État pour... Le CORAS et d'autres réseaux de l'IAE font sûr. pression avec la nouvelle mandature, avec le renouvellement des cadres au niveau des ministères. Déjà, le premier pas, c'est de faire connaître l'IAE, de réexpliquer l'IAE, puisque c'est même au plus haut de l'État, c'est quand même des fois très mal connu, pour ne pas dire méconnu. Et donc, une fois cette explication faite, les débats sont aujourd'hui sur comment le faire évoluer, comment pérenniser ce secteur, montrer son utilité sociale et justement... aller sur des outils. Est-ce qu'il faut allonger les contrats, les présences dans les structures, ou alors diversifier les contrats. Enfin, voilà. Mais les réseaux sont effectivement très actifs pour défendre ce secteur d'activité. Cette émission, Doriane Pastor y contribue modestement, mais est-ce que, de manière générale, la lecture est évidente pour les pouvoirs publics, les entreprises aussi? On voit bien où les mentalités doivent encore évoluer, mais de l'utilité sociale et économique de l'insertion aujourd'hui? Oui, de plus en plus, en fait, nos clients, et les grands donneurs d'ordre, en tout cas dans l'industrie automobile, sont attachés au RSE. Et ils font de plus en plus attention. Aujourd'hui, il faut savoir que on travaille donc pour des grands noms et ils ont la volonté, en tout cas, de faire travailler une entreprise comme la nôtre. Et toutes les entreprises qui ont pu aussi accueillir nos collaborateurs qu'on a formés avaient cette volonté, en tout cas, d'accompagnement, de RSE, qui se développe quand même malgré tout et assez concrètement de plus en plus. Concilier justement performance économique, François Pastre, et projet social en proposant justement des contrats à des personnes éloignées de l'emploi, c'est pas immédiatement évident. Comment est-ce qu'on concilie justement le volet social et la performance attendue par le monde de l'entreprise et les dirigeants? C'est toute la difficulté quotidienne en fait, c'est que il faut trouver le subtil équilibre avec les exigences de l'entreprise qui sont quand même croissantes, et on le voit bien, même pas que dans le milieu de l'insertion, on voit bien que quand on souhaite accéder à un emploi, il y a de plus en plus de requêtes et de demandes, et donc nous on doit faire aussi face à des changements réguliers de personnel, puisque une fois qu'une personne a été remise sur pied, ou en tout cas a été formée et accompagnée, eh bien on repart à zéro avec une nouvelle personne, donc ça rebalaye les cartes.
Ce qui fait qu'il y a une énergie puissante qu'il faut dégager en interne par les équipes pour réussir à concilier en permanence en fait des difficultés finalement qui ne s'estompent jamais avec des exigences des entreprises qui sont toujours un petit peu plus présentes et très exigeantes, vraiment de plus en plus exigeantes. On l'a peut-être pas assez dit dans cette émission, mais il y a des résultats quand même très concrets. On parle de sortie dynamique. Pascal Bouillet, peut-être avec un exemple de ce qui peut-être vous redonne aussi foi et credo en votre métier, un parcours de quelqu'un qui est venu chez vous et qui a eu bénéficié donc d'une réinsertion à 100%, si je peux dire. Il y en a plein, heureusement. Après, oui, je pense à une personne, un monsieur donc d'origine étrangère qui venait d'un pays de l'ancien bloc de l'URSS et qui est arrivé avec des difficultés sur la maîtrise de la langue, qui a quand même assez rapidement acquis des capacités à s'exprimer en français, à comprendre le français, moins à l'écrit, mais en tout cas à l'oral, qui s'est fortement impliqué dans l'activité de l'atelier. Il était sur l'atelier menuiserie, qui rapidement est devenu une personne ressource en fait au sein de l'atelier, avec une capacité, enfin une autonomie et même une capacité à encadrer une partie de l'équipe sur certaines tâches. Et puis qui a engagé un processus qui a travaillé sur son projet professionnel et fait les démarches pour engager le processus de formation qui allait avec. Et cette personne-là, en fait, à l'issue de son parcours de 24 mois, en attendant qu'elle intègre l'organisme de formation, donc pour ne pas le citer, qui est l'AFPA, et qui devait la former au métier qu'elle souhaitait exercer après, on a pu l'embaucher en CDD pour faire face, nous, à un surcroît de travail et encadrer une partie de l'équipe sur des chantiers extérieurs. Et donc, on l'a accueilli comme ça pendant 4 ou 5 mois. Ça a fait le joint avec sa formation qu'il a intégrée au mois de décembre. Et à l'issue de sa formation, je n'ai aucun doute sur son insertion. Parce qu'il a aussi fait un stage dans une entreprise partenaire de l'association et il voulait l'embaucher en fait, mais bon, il a tenu sur son projet de formation. Bon, je suis très content qu'on se quitte sur cette histoire. Il y en a d'autres, effectivement, François Pastre, et l'occasion, évidemment, d'en reparler dans une prochaine émission. D'ailleurs, à propos de prochaine émission, merci d'abord à toutes et à tous d'avoir été là avec nous, d'avoir témoigné. Dans notre prochain numéro, ça se passera le 18 décembre. C'est le 18 décembre qu'on vous donne rendez-vous. On parlera bien de l'économie de seconde main. L'achat et la vente d'objets d'occasion ou de seconde main donc sont désormais justement prisés par toutes les classes sociales, même les plus aisées. Faire des économies, trouver un objet vintage, ça peut être, et puis penser aussi à l'environnement. Voilà autant de motivations pour faire vivre cette économie de la seconde main. Je vous donne rendez-vous le 18 décembre. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. À très bientôt.